Téléspectateurs d'Actuel Média, soyez salués et bienvenus à ce nouveau numéro de votre émission Le Mali et ses fiertés. L'émission dédiée à la promotion de ces fils et filles du Mali qui font sa fierté à travers leurs actions, leur charisme et leur engagement. Aujourd'hui, nous parlons de culture. Peu nombreux sont ces acteurs culturels qui œuvrent dans l'ombre, car persuadés que la culture est au cœur des enjeux sociaux, politiques et humains. Parmi eux, on peut compter notre fierté nationale du jour, qui est un opérateur culturel de renommée internationale. Il s'agit de M. Adama Traoré, qui est président de la Fédération malienne des artistes. Il est aussi le directeur de la compagnie Acte 7. Nous sommes venus à sa rencontre, alors suivez-moi. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir, M. Ndiaye. Merci pour l'honneur que vous nous faites de nous recevoir dans le cadre de cette émission. C'est un plaisir. Vos salutations à l'endroit de ceux qui nous suivent. Voilà, je saisis l'opportunité pour saluer les auditeurs et auditrices de médias actuels, Actuel Média plutôt. C'est vraiment une première qu'une web TV se déplace et qui s'intéresse à ma modeste personne pour vouloir me faire découvrir un peu plus. Je suis ravi, c'est bon que vous saluez. En tout cas, c'est un honneur également pour nous. Alors, qui est Adama Traoré? Alors, moi je suis Adama Traoré, je suis un acteur, un comédien, un metteur en scène, un écrivain, un opérateur culturel. Et je suis né à Sikasso. Et je m'occupe de la structure Acte 7 que j'ai créée il y a quelques années. Et aussi, donc, avant, j'ai été dans la fonction publique. Mais j'ai été obligé à un moment donné de démissionner de la fonction publique pour m'occuper de cette entreprise. Mais vous avez mené une carrière nationale et internationale, on peut dire, qui est assez impressionnante. En scrutant votre parcours, on a l'impression que vous êtes le plus illustré à l'international, même qu'au Mali. Racontez-nous brièvement comment vous avez commencé. Oui, c'est vrai. Déjà en 2001, à la réunion des ministres de la jeunesse au Caire, quand l'OIF m'a proposé d'être président du jury des arts de la rue, qui devait se passer à Ottawa, à l'époque, le ministre de la jeunesse du Mali pensait que j'étais un Malien de la diaspora. Il y a eu une fois, j'étais avec l'ancien maire Boubacar Ba, qui était le président de l'association des municipalités. Alors, on était à Marrakech pour les Africités. Et 2 jours après, je quittais le Maroc et j'allais pour faire une intervention au musée du Quai Branly à Paris. Et là, il me voit là-bas, où je discutais, j'étais panéliste. Il me dit, mais vous faites Traoré, vous êtes malien de la diaspora ou bien vous êtes malien vivant au Mali? J'ai dit, moi je vis au Mali, j'ai toujours été quelqu'un de très passionné et très patriote et j'aime bien le Mali. J'aurais pu avoir autre possibilité, mais j'aime bien ce pays-là qui m'a tout donné. En tout cas, nous sommes contents de savoir que un acteur culturel a vécu un pur produit malien. Le Mali ne peut qu'en être fier. Mais en scrutant votre parcours, j'ai compris aussi que vous avez enseigné à l'INA pendant 10 ans. Oui. Pourquoi l'avoir quitté? J'ai écrit des livres qui expliquent cette position. J'ai écrit les métiers du théâtre. Parce que pour moi, le théâtre, à la fin du XVIIIe siècle, en Europe, le lieu appelé théâtre était le seul lieu où différents corps de métier se trouvaient pour faire un produit. C'est ce qui a donné l'idée même à l'usine, à l'Occident. Et alors, on ne peut pas avoir un corps de métier dans une usine. Malheureusement, c'est ce qui était la réalité au niveau de l'INA. En plus de ça, je crois que le paysage culturel malien se caractérisait par des manques. Donc j'ai essayé, tant que faire se pouvait, de mener des combats. Mais j'étais incompris. Parce que ça m'a valu
déjà des mutations arbitraires. Et après, je suis revenu, j'ai passé par le Théâtre National. Ensuite, j'ai été envoyé à l'INA, où j'enseignais et en même temps, je continuais à faire des créations pour amener à l'extérieur. Et chaque fois que je devais aller, je demandais une permission. À la veille de mon départ, je partais genre au Canada. On m'appelle, on me dit, bon voilà, tu as une permission de 3 jours. Je n'arrivais même pas à arriver au Canada, or je devais y être. Donc, cela m'a conduit à me dire, ok, je peux servir autrement. Je préfère quitter la fonction publique. À l'époque, on m'a dit, attends, donne-nous 2 mois, on va te mettre à la retraite anticipée. J'ai dit, non, non, je n'en veux pas, je démissionne à partir de cet instant-là. Et je suis parti. Mais pour vous qui avez une réputation dans votre jeune âge d'être assez brillant, oui. On a compris que les gens étaient étonnés de voir que vous vouliez vous rapprocher de là plutôt que d'être ingénieur. Oui, oui. Ça. Et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le pari a été gagné? Ben oui, pour moi le pari a été gagné. Pour la petite histoire, il y avait monsieur, paix à son âme, le colonel Youssouf Traoré, qui était ministre à l'époque de l'Éducation nationale. Et moi, j'ai joué très tôt avec la troupe régionale de Sikasso. Et on m'a envoyé au lycée technique après le bac, après le DF. J'avais 16 ans et je ne voulais pas. Et j'étais au lycée technique, j'ai tout fait. Et Youssouf m'a reçu. Et quand je lui ai expliqué, il a vu toutes mes notes. Daniel Traoré est venu avec toutes mes notes et il a dit, mais jeune homme, c'est le pays où aura besoin des ingénieurs comme vous, il faut y aller. Et je suis resté au lycée technique et j'ai eu une bourse fac en terminale pour aller au Canada. Entre-temps, il y avait eu les manifestations donc, avec Cabral et donc nous avons décidé de boycotter donc, les épreuves du baccalauréat de l'année. Et donc après, j'avais l'âge d'aller à l'INA et j'ai été pris sur titre. Maintenant, vous avez été aussi expert de l'Afrique de l'Ouest auprès de la Commission internationale du théâtre francophone. Quel était votre rôle par rapport à cette responsabilité? C'est vrai que nous avons une esthétique à faire valoir. Si on prend le théâtre tel que, on pourrait dire, post-colonial, c'est selon la logique d'Aristote, le théâtre aristotélicien, avec les 3 temps, exposition, conflit et dénouement. Or, les manifestations traditionnelles chez nous, ça ne répond pas à ces 3 temps forcément. Première spécificité. Deuxième spécificité, nous travaillons beaucoup dans l'espace sphérique. Les manifestations, ça se passe autour du cercle. Or, les manifestations en Occident, c'est frontal. Et là, je l'ai démontré plusieurs fois. J'ai été envoyé par la France au Mexique pour faire une création. Et d'abord, pour les Mexicains, on disait quelle est la tradition théâtrale du Mali. Et pour les responsables, le conseiller culturel même de l'ambassade de France là-bas, ils ne comprenaient pas pourquoi on envoyait un Africain, et un Africain surtout qui vivait sur le continent africain. Bon, mais quand j'ai été, après j'ai vu que les costumes traditionnels du Mexique, bon, à part quand tu vas dans le Mexique profond, sinon en Mexico même, tu ne les vois pas. Et j'ai été à l'allée des morts à Teotihuacan, où j'ai vu les temples du soleil et de la lune. Et j'ai décidé de m'inspirer de cette scénographie pour créer un spectacle. Alors là, ça a été une révolution, y compris pour les Mexicains, et y compris pour la France. D'ailleurs, ça m'a valu une décoration de la France à l'époque. C'est pareil que je me suis inspiré de la Médina, pour faire une création au Maroc qui était un texte d'une Algérienne, Fatima Galère, qu'on m'avait proposé d'aller créer à Fès. Et c'était très intéressant pour 2 raisons. Une première raison, le directeur français me dit, Adama, moi j'aimerais que quand tu fasses cette création, qu'on puisse arriver à avoir les gens de la Zaouia. Vous savez que le père du Tariq Tijani est à Fès. Donc d'abord moi j'ai été rendre une visite et je leur ai exposé ce que je venais faire
Et j'avais fait des castings tout au long des différentes villes du Maroc. Et puis j'ai pris les comédiens et je suis venu et j'ai fait la création à Fès. Et à la première de la représentation, le Mogadem s'est déplacé avec toute sa délégation. Et c'était une première à Fès. Donc moi, je respecte la culture, la tradition des autres et je cherche à valoriser, si on veut dire. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est du folklore. Non, non, non. Pour moi, c'est la différence. Et pour moi, ça enrichit l'Occident et ça m'enrichit aussi. Quand j'ai créé une pièce ici, au Mali, qui m'a valu le prix de l'UNESCO pour la promotion des arts. Alors, quand j'ai amené ces spectacles au Canada, les Canadiens, ils m'ont dit, mais Adama, nous, on a des projecteurs de 1000 watts, et toi, tu viens avec des décrocs. J'ai dit non. Thérèse Marie Desfontaines, qui était journaliste au journal Le Monde, à la première de ce spectacle à Bamako, avait trouvé que c'était un spectacle prestigieux pour le Mali. Or, c'était un texte des Maliens, la plupart des comédiens étaient des Maliens, et alors, avec des matériaux, les bambous, j'ai fait travailler avec les artisans derrière la maison du Hadj, et pour la technique, j'avais travaillé avec les chauffeurs, comme on appelait à l'époque les chauffeurs des requins, la place du Pongé. Et alors on était parvenu à créer une certaine lumière. Et là-dessus, je parle de l'esthétique que nous, Africains, on peut amener. En Europe, la lumière est discontinue. Or, chez nous, le soir, si vous sortez, c'est là où il y a la vie, qu'il y a la lumière. Et donc, cette esthétique, dans les concessions, avec la lumière devant les chambres et aussi comment ils appellent, les néons, ça crée une autre esthétique. Et ça, c'était innovant. Quand j'ai amené ça au Canada, on m'a même invité à l'université de McGill pour exposer et parler un peu de ça aussi. Ça, c'était quelque chose, comme disait un grand metteur en scène, Georgi Grostowski, qui a écrit toute une théorie vers ce qu'il a appelé vers le théâtre pauvre. C'est-à-dire le théâtre sans tous ces artifices-là aussi, mais beaucoup plus sur le jeu d'acteurs et l'espace et tout ça. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup passionné et j'ai travaillé dans ça. Et au fait, ça m'a valu beaucoup de reconnaissance parce que c'était innovant en Occident. Donc j'ai fait des créations en Suisse, j'en ai fait en Italie, j'en ai fait en France plusieurs fois, au Canada. Et bon, il y a eu des pays africains comme le Burkina où on m'a invité à aller faire aussi des créations. Et tous ces spectacles-là tournaient beaucoup. C'était une période de ma vie où j'étais beaucoup plus entre les avions. Et bon, à un moment donné, la question c'était de dire, mais toutes ces créations, c'est pour qui? J'étais plus connu à l'extérieur qu'au Mali. Et ça me posait beaucoup de problèmes. Voilà, parlant même de ça, je me suis dit que malgré que le fait que vous voyagez partout à travers le monde, vous êtes toujours resté, selon ce que j'ai constaté, vous êtes toujours resté ancré au Mali. Que répondez-vous à ceux qui pensent que vous aurez eu un meilleur traitement en étant restant à l'étranger? C'est un manque à gagner parce que je disais que c'est égoïste à ce moment-là. J'ai l'habitude de dire, quand je voulais aller à la retraite, quand j'ai décidé de démissionner et qu'on me proposait d'attendre pour qu'on me mette à la retraite anticipée. Et il y a eu une autre proposition d'ailleurs qui était un peu malhonnête, c'était de me dire que bon, je pouvais partir, mais que je proposais quelque chose et que s'il y avait des contrôles financiers, on m'appelait, je venais faire le contrôle physique. À l'époque, j'avais dit au directeur de l'époque, je lui ai dit, bon, j'estime que 100 enfants qui sont nés le même jour que moi au Mali, 80 ont été à l'école, parce que tout le monde n'y allait pas à l'école à l'époque. Les écoles étaient loin, etc., etc. Et j'ai dit, sur les 80, il y a eu peut-être 60 qui ont eu un diplôme. Et quand j'arrivais sur le marché de l'emploi, c'était des programmes d'ajustement structurel. Et la demande pour recruter dans la fonction publique, dans mon domaine, on a demandé, après 3 ans,
on a demandé une seule personne. J'ai été cette seule personne. Et donc j'estimais, et je le disais, que le Mali m'avait tout donné. C'était à moi maintenant de donner quelque chose au Mali. Et c'est ce qui m'a beaucoup animé. Donc ça a été toujours le combat, le sens de mon engagement. Oui, je suis metteur en scène associé au Théâtre du Versant à Biarritz, où chaque 2 ans, je crée une manifestation là-bas et je travaille avec le Théâtre du Versant qui travaille aussi avec le Conservatoire de Bayonne. Voilà aussi. Mais bon, j'ai beaucoup tourné en France. Je peux dire que je connais la France. Et en même temps, il n'y avait pas un seul cercle au Mali où je n'ai pas été aussi. Donc ça, c'est ça pour l'équilibre. En tout cas, c'est très intéressant. On se dit que si on doit se pencher sur votre parcours de façon assez détaillée, on ne va pas quitter ici. On va parler à présent de cette compagnie que vous dirigez, Acte 7. Ouais. Présentez-nous Acte 7. Acte 7, on l'a créé en 1994. Il faut savoir qu'avec la Deuxième République, alors les associations n'existaient pas à l'époque. Et nous, on a créé un outil à l'époque qu'on a appelé TRACT, qui était une association qui avait été enregistrée en France et qui nous permettait de travailler ici au Mali. Voyez-vous, ma chère épouse est là, elle me regarde. Donc c'est avec elle et tout que nous avons commencé à travailler. Et quand donc il y a eu la fin de la Deuxième République, la possibilité pour les associations de s'enregistrer au Mali était là. Donc rapidement, j'ai décidé de créer Acte 7. SEPT pour sensibilisation, éducation et promotion théâtrale. C'était l'objectif pour moi de me servir de cet outil-là pour faire connaître le théâtre, pour utiliser les théâtres, pour faire valoir le patrimoine culturel riche du Mali. Et voilà l'objectif que je m'étais donné. Et Acte 7 a travaillé dans ce sens. Et parmi les activités assez notoires de Acte 7, on note le Festival du théâtre des réalités. Parlez-nous-en un peu. Ah oui. Alors, quand j'ai voulu créer le théâtre, le Festival du théâtre des réalités, à l'époque déjà, j'étais repéré en France. Et le patron de la coopération culturelle à Paris, il me dit, monsieur Pété, paix à son âme, il me dit, Adama, vous êtes un très bon metteur en scène, un très bon comédien, continuez sur ça, mais ne créez pas un festival. Nous, au niveau de la coopération française, nous avons décidé qu'il y ait des pôles d'excellence. Le cinéma à Ouaga, le théâtre au Bénin, les arts plastiques au Sénégal, la danse à Madagascar, et puis bon, voilà, c'est pas la peine. Je disais, mais non, monsieur Pété, déjà en France, vous avez combien de festivals de théâtre? Et vous pensez que plus de 15 pays francophones d'Afrique de l'Ouest doivent se contenter que d'un festival? Il m'a dit, bon, de toute façon, tu fais ce que tu veux, mais on ne t'accompagnerait pas. J'ai lancé le festival et au bout de 3 ans, ils sont venus, comme d'autres personnes. Et le festival, la programmation du festival a été plusieurs fois prise ici pour être proposée en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, et on tournait avec ces grandes créations un peu partout. Et ça a été un outil formidable parce que quand j'ai créé le festival, je me suis dit aussi, le théâtre avait besoin aussi des autres arts de la scène, la musique et la danse. Et c'est là où le conseiller culturel, le directeur de l'Institut du Centre culturel français de Bamako m'avait dit, oh là 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 là, ne te mêle pas de la musique, s'il y a quelque chose qui marche très bien dans votre pays, c'est la musique. Mais j'ai décidé de programmer de la musique. Et il y a eu un événement extraordinaire. Parce que j'avais, en créant le festival, j'avais pu avoir le partenariat avec Angers, qui est la ville jumelle de Bamako en France. Et le maire d'Angers, j'ai pu le convaincre pour faire venir des groupes d'Angers. C'est moi qui choisissais les groupes. Et eux, ils les aidaient. Et après,
quand ils ont construit la maison du partenariat, j'ai voulu que des artistes, et à l'époque, j'avais fait venir un groupe de Kidal. Et ce groupe a pris le nom de Tinariwen. Et quand ce groupe est arrivé, Angers ne voulait pas qu'il loge à la maison du partenariat. Parce qu'il y avait une incompréhension, c'est des rebelles qui avaient pris des armes et tout. Est-ce que ce ne serait pas un clin d'œil par rapport à eux, etc. etc. Et j'avais dit à l'époque à Dominique de Ferrière que moi, j'étais au-dessus de tout ça. Là, que moi, ce que je voudrais magnifier l'interculturalité du Mali. Et là, en m'imposant, j'ai pu faire rencontrer le groupe Lojo d'Angers avec les Tinariwen. Quelques mois plus tard, on avait créé un festival à Angers qui s'appelait Nuit aux couleurs, où on invitait beaucoup d'artistes du Mali. Et quand les Tinariwen ont été à ce festival-là à Angers, des portes se sont ouvertes. D'ailleurs, il y a eu quelques petits incidents, parce que quand j'ai pu faire le passeport, parce que quand ils sont arrivés à Bamako, ils partaient 3 jours après, et sur les 9, il n'y en avait que 3 qui avaient une carte d'identité. Il a fallu faire des cartes d'identité, faire des passeports, et aller chercher le visa. Et un des artistes a pris une lame, il a gratté profession artiste, me disant que lui n'est pas un artiste. Voilà. Et alors, quand ils sont arrivés à Bruxelles, c'était avec la compagnie Sabena, ils ont été arrêtés. Et Dieu merci, en ce moment-là, l'ambassadeur du Mali à Bruxelles s'appelait Mohamed Ahmed Ag Amani. Le même. Et quand je lui ai appelé, que je lui ai dit que j'avais perdu des artistes, au départ, il m'a dit, est-ce que le gouvernement est au courant et tout. Mais après, quand j'ai commencé à citer le nom des artistes, il y a eu un blanc au téléphone. Il a dit, mais toi là, tu es vraiment un Malien exceptionnel là. On doit t'accompagner. Et alors, il m'a dit, bon, j'ai M. Kouyaté, qui est mon conseiller, je vais l'envoyer à l'aéroport. Et quand M. Kouyaté a été, les Belges ont dit, ok, il n'y a pas de problème, on va les libérer le lendemain. Ils les ont libérés. Et quand ils ont joué à Angers, avec Justine Adam et tout, la connexion s'est faite, avec les Sphinx Festival et beaucoup d'autres festivals. Et après, bon, maintenant ils sont dans les avions tous les jours. Ils m'ont fait l'amitié de m'inviter à Bamako ici à leur dernier spectacle avant la tournée internationale. Voilà. Ça, c'est très intéressant à apprendre. Mais déjà, vous avez fait combien d'éditions? Je fais 15 éditions. Pour la première fois, j'ai reporté l'édition de cette année, de l'année 2022, pour des raisons techniques, on va dire. Mais après, quel jugement vous faites des précédentes éditions? Ben, toutes ces éditions, il faut dire que moi j'ai une conception éditorialiste du festival. Chaque édition porte sur un thème que je décline dans ma programmation et dans mes rencontres, les conférences, etc. Et pour moi, chaque édition a eu le résultat que j'escomptais. Parce que le festival s'est institutionnalisé, son identité s'est renforcée et il y a eu beaucoup de rencontres autour de ça. J'ai un réel plaisir. Souvent, des gens me disent, mais tu sais, nous, on était venus au Festival du Théâtre des Réalités telle année. Ah, moi, tu sais, j'ai rencontré mon épouse au Festival du Théâtre des Réalités. Et là, tous ces effets multiplicateurs nous montrent que le festival, il fallait le faire en son temps-là. Ça a été vraiment un combat parce que on n'en connaissait pas beaucoup au Mali à l'époque. Mais est-ce qu'on peut s'attendre cette année à la 16e édition? Oui, ben, j'ai reporté, mais je n'ai pas dit que j'ai annulé. J'ai reporté parce que je sens qu'il y avait un vent fort contraire
et j'ai laissé passer le vent. Et là, je suis en train de m'organiser pour voir rapidement comment je vais le faire. Parce que ça crée un petit problème dans mon agenda. Parce que le festival, c'est les années paires ici. Et les années impaires, je travaille beaucoup à Biarritz. Parce que j'ai créé là-bas un événement aussi, qui a lieu tous les 2 ans, qui est le colloque Chantier Sud-Nord. Mais après, mais est-ce qu'aujourd'hui vous estimez vous assez soutenu par le ministère de la Culture? C'est toujours la grande question. Aujourd'hui, il y a quelques jours, j'ai écrit au Premier ministre pour dire que le Mali, aujourd'hui, nous avons besoin d'un fonds de soutien au secteur du spectacle vivant et de la culture en général. Parce que quand on prend le financement de la culture au Mali, c'est la coopération bilatérale avec les pays coopération France, Belgique, Suisse, machin. C'est la coopération multilatérale, Union européenne, Organisation internationale de la francophonie, etc., etc. Ou la coopération décentralisée, genre Angers, Essonne, etc., ou des ONG. Je me dis qu'il faut maintenant que le gouvernement du Mali mette à la place des aides pour les artistes et les opérateurs culturels maliens. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, c'est quelque chose qui aujourd'hui, si le financement de la culture dépend 100% de l'extérieur, ça pose des problèmes. Donc moi, j'ai eu des soutiens, ça n'a pas été tout le temps, mais j'ai eu des fois des soutiens. Je ne dirais pas les montants. Des gens me disent non par rapport à ce que... Mais en même temps, quand vous regardez le budget du ministère de la Culture, ça oscille entre 0,41 et 0,43% du budget. Et si vous prenez sur cette masse les frais de fonctionnement du ministère avec les voitures, les missions, les machins, etc., il ne reste pratiquement rien. Donc, c'est de militer pour qu'on ait vraiment un budget conséquent pour la culture et travailler toujours à faire en sorte qu'on crée des mécanismes pour aider à la création, à la diffusion et équiper des structures de production. En tout cas, cette réponse que vous venez de donner, je la considère comme une réponse également à ma question suivante, puisque vous êtes le président de la Fédération des artistes maliens, la FEDAMA. Donc, j'allais dire comment est-ce que se porte cette fédération. Mais je pense que vous avez déjà répondu. À moins que vous voulez ajouter autre chose. Je voulais ajouter, parce que là, la FEDAMA a été créée en 2001. Quand je suis arrivé, c'est à la suite de la démission de Aliou Nifra. Et moi, je me suis dit, ces statuts et règlements sont obsolètes. J'ai engagé des consultants qui ont rédigé de nouveaux statuts et règlements, qui ont rédigé un manuel de procédures comptables, administratives et financières, qui ont fait un plan de communication et un plan de mobilisation des ressources. Seulement, je n'ai pas pu mobiliser les artistes pour apprécier ces nouveaux documents qui, pour moi, permettraient à la FEDAMA de pouvoir travailler de façon beaucoup plus professionnelle. Malheureusement, et à tort, il y a eu beaucoup de gens qui se sont laissés divertir par les fonds Covid. Il y a eu 2 fonds. Il y a beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux. Les gens disent oui, ils ont détourné, qui ne se sont même pas approchés pour savoir. Le fonds qui a été de 700 millions qui a été donné pour les entreprises culturelles, c'était avec Madame Kayatou Konaré, ministre de l'époque, avec Madame Konaré, une stratégie pour essayer de compenser ceux et celles qui avaient été victimes de ces mesures-là. Les gens ont constitué leurs dossiers. Ils ont envoyé les dossiers. C'est des mois plus tard que le ministère a créé une commission. Cette commission s'est réunie, a défini les critères et a fait la répartition
de l'argent selon les structures. C'est transparent. Pour ce qui consiste les Djigisséméiri, les 90 000 francs, beaucoup les ont reçus. Mais ça va directement dans leur Orange Money. Maintenant, il faut que l'opération finisse pour que nous sachions qui l'a eu, qui ne l'a pas eu. Et pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui ont donné des numéros qui n'étaient pas les leurs. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de numéro Orange Money. Il y en a d'autres qui, avant, avaient rencontré des gens avec lesquels ils s'étaient entendus, pensant que ça allait se passer dans les jours à venir. On a mis 2 ans pour que ça se passe. Et tous les jours, il y a d'autres qui arrivent, qui pensent que c'est un truc en cours. Or, c'était arrêté bien longtemps. Voilà, ça c'est ce que je pouvais donner. Et ça nous a handicapés dans la mobilisation des artistes autour du programme que nous avons conçu pour la FEDAMA. Je conclus qu'il y a assez de choses à dire et à déplorer par rapport à ça. Et on va continuer, on va parler d'autres choses, plus principalement votre personne. Donc, normalement, après plus d'une trentaine d'années de carrière, quel bilan pouvez-vous faire? Le bilan que je peux faire, c'est me dire peut mieux faire. Parce que je me suis battu souvent, j'étais dans la dynamique conflictuelle, qui n'a pas arrangé beaucoup de choses. Aujourd'hui, je crois que je suis beaucoup plus dans la dynamique partenariale d'essayer de dire peut-être que c'est moi qui n'arrive pas à me faire comprendre. Donc, à cet égard, je suis arrivé à avoir pas une satisfaction béate, mais une satisfaction quand même, en dépit de tout, d'avoir réussi à maintenir ce festival et d'avoir accompli différents objectifs que je m'étais assigné au moment où je créais ce festival. Et aussi avec Acte 7. Parce qu'il y a différents problèmes que j'ai essayé à ma façon d'amener des solutions. Et je suis fier de cela aujourd'hui. Mes propositions, elles ne sont pas adoptées à tous les niveaux, mais c'est pertinentes. Avec tout ce que vous avez accompli au plan culturel, qu'est-ce que vous pouvez qualifier comme étant votre plus grande réussite? La plus grande réussite pour moi, c'est ce que je suis en train de conclure maintenant et de développer. Parce que vous savez, en 2008, je me suis dit, il faut que j'arrive à mettre en place une stratégie pour créer un marché local de consommation de la culture. Une des phases de la décentralisation, c'est la régionalisation. J'ai pris la région de Sikasso, l'ancienne région, avec les 7 cercles de l'époque. Bougouni, Koutiala, Sikasso, Yanfouela, Kolondjeba, Yorosso et Kadiolo. Donc avec ces 7 localités, j'ai organisé des concertations culturelles dans chacun des cercles, où différents acteurs culturels sont venus pour parler de leurs problèmes et des solutions qu'ils avaient. À partir de là, j'ai mis en place un mécanisme et j'ai commencé à former des jeunes qui sont des gestionnaires culturels, qui peuvent organiser une tournée et qui peuvent en vivre. J'ai eu l'accompagnement de certaines institutions qui ont aidé ces jeunes-là à avoir des ordinateurs et y travailler. Aujourd'hui, ça c'était un pas. Le second pas pour moi, c'est d'aller à Skobo, Sikasso, Korogo, Bobo. Les 3 premiers ministres des 3 pays se sont retrouvés au mois de mai 2018 à Sikasso pour décider que cette zone serait une zone économique spécifique. Or, culturellement déjà, ils étaient ensemble. Les Sénofos sont sur les 3 pays. Et alors, pourquoi ne pas mettre en avant la culture? Et donc, je suis en train de travailler et mon souhait, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on puisse, entre ces 3 grandes régions, du Burkina, de la Côte d'Ivoire et du Mali, avoir un parcours
qui va regrouper plus de 25 représentations dans les villes moyennes. Et ça, si on le réussit, de plus en plus l'Europe va se barricader et il faut que les artistes vivent. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes sont vus à la télé, mais n'ont jamais joué à l'intérieur. Il faut qu'on arrive à créer des infrastructures et à faire en sorte que les jeunes, comme nous l'avons fait, à Kolondiaba, beaucoup nous ont dit « Ah oui, maintenant on se sent beaucoup plus des Maliens ». Selon vous, en quoi est-ce que la culture peut être au centre des enjeux sociaux, économiques et humains? Alors, vous savez, il y a une économie de la sainteté. Quand vous regardez les ziyaras et autres qui s'organisent, c'est beaucoup d'argent. Et même les vendeuses de glace et d'éventail y gagnent. On a aussi les manifestations, les festivals, où des gens avec les parkers et autres qui s'occupent de parquer des motos, ils gagnent. Les péages, ils gagnent. Ça, c'est sur le plan, on va dire, économique. En ajoutant l'image de stabilité et de paix. Par exemple, quand on prend aujourd'hui au Burkina, ils ont déposé il y a quelques mois le logotype du poulet bicyclette. Ils ont déposé le chapeau de Sapounet. Donc ça, c'est du marketing territorial. C'est le territoire qu'on vend. Et ça encourage le tourisme, etc., etc. Donc, et en même temps, au niveau de la cohésion sociale, c'est d'arriver à faire des dialogues. Toi et moi, quand on se retrouve au cours d'une soirée et que, à un moment donné, selon la prestation de certains artistes, on rit ensemble, si on se retrouve le lendemain, on se rappelle de ce moment d'émotion qu'on a partagé, on rit et on avance. Et parce que l'anthropologie culturelle est née au même moment que l'anthropologie criminelle. Le criminel, c'est l'autre, c'est le barbare, celui que je ne connais pas. Or, la culture permet de créer le vivre ensemble, de se connaître, de savoir qui est l'autre, qu'est-ce qu'il est, comment il s'identifie, quelles sont ses valeurs, et à partir de ce moment-là, je crois qu'on peut vivre en paix. En tout cas, c'est très intéressant, assez pertinent comme réponse. Malheureusement, on achemine à la fin de l'émission. Mais que doit-on retenir de Adama Traoré? Alors, ce qu'on doit retenir, c'est d'avoir, pour moi, aujourd'hui, beaucoup de jeunes en Afrique de l'Ouest qui ont aujourd'hui des grandes manifestations, me le rendent bien parce qu'à un moment ou à un autre, ils m'ont sollicité et j'ai été toujours présent. Je suis celui qui pense, pourquoi pas. Je ne dis pas à quoi bon. Donc pourquoi pas. Donc il faut permettre les rêves, mais il ne faut pas rester seulement dans les rêves, parce que c'est le début de la réalité qui compte. C'est ce que je veux. En tout cas, c'est bien noté. Alors, donc, quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est dire que notre identité, nos racines, c'est ce que nous avons de par notre culture. Et c'est ce qui va nous permettre, quand nous allons, comme disait Senghor, à la rencontre, au rendez-vous du donner et du savoir, que nous allons nous identifier avec ça. Et c'est ce qu'il faudrait aujourd'hui que nous arrivons à faire en place, que je vais donner la phrase de Joseph Kizerbo qui a dit qu'en Afrique, il faut infrastructurer la culture. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, le message, il est tout donné. Donc, chers téléspectateurs, le Mali et ses fiertés, c'est fini pour aujourd'hui. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter cette interview avec Adama Traoré. Nous retenons de lui un vrai patriote, un vrai battant et qui s'est toujours battu pour que la culture devienne l'une des forces du Mali. En tout cas, M. Traoré, je suis vraiment content, je vous remercie et plein de succès à vos différentes entreprises. Merci beaucoup. Donc, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez vraiment apprécié.
Donc, on vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, excellente suite de programmes sur Actuel Média. I will pass